BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, il est 15 h, ravi de vous retrouver pour BFM Crypto, le club. On est ensemble jusqu'à 15 h 30, on est ensemble tous les jours. Évidemment, plusieurs actualités aujourd'hui. On va revenir sur DeepSeek avec Lilian Aliaga, cofondateur de Hope Research. Dans un instant, bonjour Lilian. Bonjour. On parlera aussi largement dans cette émission de fiscalité. Si la fiscalité pour les détenteurs de Bitcoin et de crypto-actifs était si simple, on ne serait pas vraiment européen finalement. Alors il nous faut des spécialistes pour décrypter les règles à suivre, ne pas se tromper dans sa déclaration. On va parler aussi d'actualité, de contexte, de réglementation. Et vous allez voir, c'est plein de subtilités comme on les aime. Deux invités sur ce sujet. Pierre Morizot, cofondateur et CEO de Waltio. Bonjour. Pierre, cette fois en chair et en os par rapport à la semaine dernière. Merci d'être avec moi sur le plateau. Et Alexandre Lourimi, avocat spécialisé, associé chez Orwell. On rappelle ce que c'est qu'Orwell, Alexandre. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un cabinet dédié à l'accompagnement de projets d'investisseurs dans le secteur de la crypto. Un cabinet d'avocats, je précise. Cabinet d'avocats, évidemment. Une petite information qui vient de tomber sur notre site. Une information judiciaire ouverte contre Binance pour des faits présumés de blanchiment. Information judiciaire ouverte en France. Est-ce que l'un de vous veut commenter? Première fois, pas première fois? Qu'est-ce que ça vous inspire? Lilian, Pierre? Lilian? Écoutez, je l'apprends en même temps que vous. C'est le hein. Effectivement, mais bon, en tout cas, par rapport à Binance, c'est pas la première fois que ça arrive. On savait qu'ils étaient sous l'objet de plusieurs enquêtes et c'est pas étonnant que ça arrive en France. Maintenant, il faudra regarder en l'occurrence de quoi ça parle exactement, mais ça me choque pas particulièrement. Formation judiciaire contre la plateforme pour des faits présumés de blanchiment aggravé. Blanchiment aussi de fraude fiscale. Tiens, oui, effectivement, Alexandre, c'est pas la première fois que la plateforme est donc poursuivie pour ce genre de faits. Oui, c'est vrai que c'est une activité à risque. Hein. C'est des acteurs qui manipulent beaucoup de fonds, des fonds qui sont difficiles à tracer. Ouais. Et donc, leur responsabilité peut rapidement être recherchée en fait par les autorités. On y reviendra évidemment et puis on suivra cette actualité dans BFM Crypto, le club. Lilian, on commence par vous. On parle de DeepSeek. Ça a fait grand bruit sur BFM Business, évidemment, ce modèle de langage concurrent de ChatGPT. On rappelle un peu les faits hier, ce qui s'est passé réellement au final. Effectivement, on en a entendu parler hier, c'est arrivé comme ça. Ce week-end, apparemment, l'entreprise chinoise DeepSeek qui a donc lancé la dernière version de son modèle d'intelligence artificielle, plus particulièrement un modèle de langage, donc ce qu'on appelle des LLM, et qui a été vendu comme un vrai concurrent de ChatGPT. Et ça a fait énormément parlé, ça a aussi énormément impacté les marchés financiers, notamment le secteur de la tech aux États-Unis et particulièrement Nvidia qui, je crois, clôture la journée hier sur une baisse de 17 ou 18%. C'est quasi 600 milliards de dollars de valorisation qui sont évaporés comme ça en une journée. C'est historique, c'est la première fois que ça arrive pour Nvidia. Et les raisons, c'est que donc ce modèle serait, je dis bien soi-disant, parce qu'aujourd'hui on commence déjà à voir des bunkages de certaines des caractéristiques de ce modèle, mais il serait beaucoup moins coûteux à développer que ChatGPT. La version GPT-4 aurait coûté une centaine de millions de dollars. Celle-ci, celle de DeepSeek, aurait coûté moins de 5 milliards de dollars. Bon, on est déjà en train de revenir là-dessus, soi-disant certaines des machines GPU auraient été cachées par l'entreprise chinoise. C'est aussi quelque chose qui donc consomme beaucoup moins que ChatGPT et qui est open source. Et ça, c'est quand même vraiment pour moi la partie la plus intéressante. OpenAI, dans leur volonté à un moment donné, c'était de rendre ce code open source. Actuellement, ça ne l'est pas. Et c'est un concurrent chinois qui rentre en jeu et qui propose une solution open source. C'est quand même un petit peu un pied de nez aux États-Unis. Donc il y a un peu cette histoire de concurrence entre les États-Unis et la Chine, et le fait que les États-Unis avaient le monopole sur ce secteur de l'IA et qu'on ait un acteur chinois qui arrive, ça fait un petit peu peur. Et moi, ce que je trouvais intéressant, surtout, c'est l'impact que ça a eu sur le marché crypto. Oui, absolument. Puisque sur le papier, on peut se dire un modèle d'intelligence artificielle chinois qui débarque, c'est pas censé impacter le marché des crypto-monnaies, c'est pas censé impacter Bitcoin. Et pourtant, hier dans la journée, en tout cas dans la matinée, Bitcoin recule de 5%. Le reste du marché, pas particulièrement. En tout cas, c'est surtout à cause de cette actualité, à cause de la sortie de ce modèle et de la peur vis-à-vis du marché américain. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que on observe de plus en plus de corrélation entre le marché américain et le marché des crypto-monnaies. Alors, par le passé, on l'avait déjà observé, mais elle était significativement inintéressante à observer d'un point de vue statistique et mathématique. Par contre, là, on voit que c'est de plus en plus fort et que sur des actualités qui, comme ça, ne concernent pas le marché crypto, pourtant, elles l'impactent. Et pour ça, en fait, c'est, à mon sens en tout cas, lié à toute la hausse qu'on a connue sur le marché crypto depuis 2024, qui a été initiée par des catalyseurs qui viennent des États-Unis. D'abord les ETF Bitcoin Spot pour la première hausse du marché, et puis la seconde, l'élection de Donald Trump. Et j'ai un peu le sentiment que le marché et les investisseurs ont mis leurs espoirs entre les mains
de Donald Trump, de son administration et de manière générale de l'avenir des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que je pense les investisseurs doivent garder en tête maintenant par rapport au précédent cycle, notamment sur ce sujet dont on parle beaucoup de l'alt season, c'est-à-dire en ce moment où tous les altcoins explosent de manière exponentielle. On l'a connu en 2017, on l'a connu en 2021. Est-ce qu'on le connaîtra en 2025 ? Potentiellement, mais attention, il y a de nouveaux facteurs qui rentrent en jeu et la santé des États-Unis, les marchés financiers américains, Donald Trump, son administration, etc., etc. Tout ça, ce sont de nouveaux impacts qu'il faudra surveiller à l'avenir et qui peuvent impacter le marché. C'est intéressant parce que les pertes sur Bitcoin étaient de 5%, on l'a dit. Ça a impacté Bitcoin, mais pas tant que ça, finalement, par rapport à Nvidia, évidemment. Donc, évidemment, Nvidia est directement touché par le sujet de l'intelligence artificielle. Ça se comprend, mais ça veut dire que, quand même, le cours de Bitcoin s'est maintenu, même malgré cette chute. C'est pas énorme, Pierre. Déjà aussi, ce qui est intéressant, c'est que Nvidia, c'est la seule entreprise dans le monde de l'IA qui arrive à capter une telle valeur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'entreprises qui en proposent. C'est pas les entreprises qui génèrent des très très grandes sommes en termes de valeur, de chiffre d'affaires, de rentabilité et autres. Et là, pour le coup, Nvidia, qui est une entreprise plutôt fermée, qui est le leader absolu, et qui en fait, d'un coup, il y a cette nouvelle qui vient complètement perturber le marché. On aurait peut-être besoin de moins. Alors en effet, ça a été un peu contredit par une vidéo qui a tourné, qui est comme quoi ils auraient caché donc des processeurs, mais il y a en effet cette nouvelle qui est très intéressante. A-t-on besoin vraiment d'avoir autant de puissance de calcul, d'investir autant de dizaines, centaines, millions, milliards en puissance de calcul pour faire tourner des modèles d'IA aussi complexes? En tout cas, voilà ce qu'on a pu voir sur le marché. Lilian ? Et pour peut-être fermer le sujet là-dessus, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'impact que ça a eu sur le marché, il y a, on va dire, un grand secteur qui se développe aujourd'hui dans l'industrie des cryptos autour de l'intelligence artificielle, autour notamment de la décentralisation de ces GPU, de cette puissance de calcul pour permettre de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle de manière décentralisée, en répartissant et en optimisant la puissance de calcul. On voit avec Nvidia, on l'a vu hier, que c'est un véritable enjeu qui est en train d'essayer d'être résolu, en tout cas par l'utilisation de la technologie blockchain. Et cette actualité hier a peut-être impacté Bitcoin négativement pendant un certain temps, mais elle a impacté positivement les plus grandes valeurs de l'intelligence artificielle dans le secteur des cryptos. Et ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, DeepSeek s'est déployé sur certains des protocoles d'intelligence artificielle, notamment BitTensor. Donc voilà, la parenthèse là-dessus, c'est un secteur à suivre dans les cryptos et en tout cas, on voit l'impact était positif hier. On va parler à présent de notre deuxième sujet parce que le temps file très vite dans cette émission BFM Crypto, le club. La fiscalité, tiens, c'est marrant, on parle beaucoup de fiscalité quand on est européen, Alexandre. D'abord, cette actu, jeudi dernier, le Sénat qui a voté le projet de loi de finances avec la création d'un impôt sur la fortune improductive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va concerner les actifs numériques. Quel est le projet derrière ça, Alexandre? Le projet, c'est une sorte de, finalement, rétablissement de l'ISF, puisque avant 2017, le secteur crypto s'en souvient pas tellement, vu les réactions sur Twitter, mais les cryptos étaient déjà assujettis à un impôt sur la fortune. C'est une des premières précisions qu'a apporté le fisc d'ailleurs en 2014. Ils ont publié une doctrine pour expliquer que le Bitcoin était bien soumis à l'ISF à l'époque. Et donc là, l'idée, c'est d'y revenir après son abolition par le président Emmanuel Macron. Et ça reste toujours une mesure phare de sa politique fiscale et de sa politique économique. Mais c'est ni plus ni moins qu'un retour sur l'ISF. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au 1er janvier, on figerait l'état du patrimoine des contribuables, crypto comprise, et si ce patrimoine dépasse 2,5 millions, puisque le seuil a été relevé, on aurait une taxe de 0,5 à 1,5% sur certaines tranches de ce patrimoine. On est, Pierre, sur un moment hyper important sur les actifs numériques. Aux États-Unis, évidemment, avec la progression, les signatures de décrets quotidiennes de Donald Trump qui avancent, qui met à l'aise le secteur. Et nous, en face, qui répondons par ce genre de fiscalité extrêmement restrictive. C'est un recul, encore un recul. En tout cas, on multiplie les angles. Il y a un premier angle d'attaque qui est historique, qui est ce qu'a dans beaucoup de pays, c'est-à-dire on impose à la transaction dès qu'on fait une opération imposable. Et là, ce qu'on se dit, c'est concrètement ceux qui s'enrichissent de façon significative. On parle quand même, en effet, des patrimoines supérieurs à 2,5 millions d'euros en crypto. Oui. Donc, le happy few, les quelques qui ont vraiment une très gros portefeuille. Et donc, en plus d'être imposés sur les opérations lors des ventes, on leur dit tous les ans,
sur ce que vous détenez, vous êtes imposé. Et donc ça met aussi en lumière une notion qui est quand même mettre en place cet impôt sur de la plus-value non réalisée. C'est-à-dire juste sur un patrimoine qui a grossi, et donc il n'y a pas eu de revenus perçus, il n'y a pas eu de revente de ces cryptos, mais il y a cet impôt supplémentaire en plus de celui sur l'opération imposable. Est-ce qu'il faudrait dire qu'il faudrait vendre des cryptos pour payer ses impôts sur les cryptos qu'on n'était pas censé vendre? Oui, potentiellement. Et c'est un des problèmes de l'impôt sur le patrimoine. Ouais. On a vu toutes ces histoires d'héritiers qui devaient vendre le château de famille pour payer l'ISF. On aurait le même genre de problème sur la crypto. Alors voilà, pour que les gens l'aient en tête, ça reste quand même 0,5%, donc il ne faudrait pas faire d'énormes ventes, mais c'est globalement un mauvais signal. Et de manière plus générale, voilà, c'est à contre-courant de la politique qui a été menée jusqu'à présent et qui a plutôt porté ses fruits, puisque on a vu que la France avait attiré beaucoup de startups, les startups avaient pu lever beaucoup de fonds, avaient attiré beaucoup d'acteurs de la crypto, et donc là c'est vraiment à contre-courant de l'allègement de la fiscalité du capital qui était mis en avant depuis 2017 et qui visait à dynamiser l'économie finalement. Lilian, un commentaire sur cette nouvelle salve de fiscalité française? Alors, moi, je suis d'accord qu'on est sur un retour en arrière, et ce qui est un peu dommage, c'est vrai qu'on a tendance à taper un petit peu sur la flat tax, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant de devoir payer des impôts sur ces plus-values en crypto, notamment par rapport aux risques qui sont pris, etc. Mais on a tendance aussi à oublier qu'à une époque, c'était bien pire que ça. La flat tax, c'est quand même un pas en avant pour les investisseurs crypto. Là, je ne sais pas dans quelle mesure qui est concerné et qui ne l'est pas. En revanche, c'est vrai que taxer des plus-values latentes dans un secteur où les plus-values sont justement très fluctuantes pour les investisseurs. On le sait, on a beaucoup de volatilité. Quand on s'écarte un petit peu de Bitcoin et des grandes capitalisations, on peut avoir des volatilités qui sont du jour au lendemain de l'ordre de 50-100%, et évidemment à l'inverse également. Donc ça peut quand même être très encombrant pour les investisseurs, notamment notamment pour ceux qui ont énormément de transactions effectuées dans la journée ou dans la semaine et qui se retrouvent à devoir gérer ce genre de choses-là sans avoir des outils comme par exemple Waltio pour le faire. Exactement, on va y revenir directement à ces situations concrètes de la fiscalité de Bitcoin et des autres crypto-actifs. Waltio qui aide en fait quotidiennement les investisseurs à s'y retrouver dans ce millefeuille administratif, fiscal. Est-ce qu'il va y avoir des spécificités? J'ai des cryptos, j'ai passé l'année 2024, j'ai fait des plus-values, j'ai aussi fait des moins-values parce que ça a son importance. Finalement, quelles sont les obligations qu'on va avoir en 2025? On va rentrer dans cette période fiscale, il va falloir se pencher sur ces questions-là. Pierre, quelles sont les premières choses à faire? On va être très concret pour ce dernier quart d'heure. Alors déjà, les choses à faire, ça va être de suivre son portefeuille, donc au moins rassembler et accéder aux informations. Quels ont été mes investissements, quels ont été mes revenus, les opérations un peu particulières que j'ai réalisées et quelles ont été les opérations imposables. Et nous, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas à l'aide de notre outil, la meilleure façon de les faire, c'est de connecter ses comptes et un logiciel comme le nôtre va suivre les opérations et automatiquement identifier les opérations imposables et les calculer. Ça, en tout cas, c'est la bonne pratique, ça va être de suivre son compte, un petit peu comme si on faisait la comptabilité d'une petite entreprise, s'assurer qu'au moins on a identifié toutes ces opérations pour être capable de correctement calculer en effet ses plus-values et aussi ses moins-values, parce qu'elles sont aussi à déclarer. Oui, parce qu'on ne peut pas faire les choses simplement ici, c'est ce qu'on a dit, c'est pas parce qu'il y a 30%, cette fameuse flat tax, qu'on va vous prendre 30% sur la plus-value que vous avez fait à telle date. C'est bien plus compliqué que ça, il faut aussi déclarer ses moins-values, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, quand j'ai lu ça, Alexandre. Oui, en fait, ce qui est imposable dans l'année, c'est la somme de toutes les plus-values et toutes les moins-values réalisées au cours de la même année. Tout ce qu'on pense, mais donc il faut calculer ces moins-values parce que c'est dans l'intérêt des contribuables de pouvoir les imputer. Oui, c'est ça va baisser finalement les moins-values. Exactement. Le gros problème, c'est les modalités de calcul de cette plus-value, de cette moins-value, puisqu'il ne suffit pas de prendre le prix d'acquisition de l'actif et son prix de cession et de faire une différence. La plus-value sur une cession, donc en monnaie légale ou contre un bien ou un service, elle va se calculer par référence à l'état de la plus-value latente sur la totalité du portefeuille. Et donc, globalement, si on a un portefeuille crypto en plus-value de 40%, quel que soit le montant qu'on vend en euros, on aura une plus-value imposable égale à 40% du montant vendu en euros. C'est vraiment par référence au portefeuille global, un peu comme le fonctionnement de la fiscalité du PEA. Sur les retraites, ça fonctionne de la même manière. Et donc, c'est très complexe.
il faut exactement savoir ce qu'on a, où on l'a et quand on l'a. Et on remarque que dans le secteur crypto, les gens ont tendance à laisser traîner quelques cryptos par-ci, quelques cryptos par-là. Et c'est rapidement problématique et difficile de s'y retrouver a posteriori quand on ne l'a pas fait au fil de l'eau ou via des outils comme Waltio. Pierre, de quelles informations on a besoin concrètement pour remplir cette déclaration et on le fait quand ? Alors, de quelle information on a besoin ? Déjà, sur les obligations, il y a une obligation, c'est si on détient des comptes de plateforme à l'étranger, c'est informer l'administration fiscale qu'on détient ces comptes, exactement comme si on avait un compte bancaire aux États-Unis, en Suisse ou n'importe quel autre pays. Et la deuxième obligation, c'est lorsqu'on fait une vente imposable, informer l'administration fiscale de cette vente imposable et donc calculer un certain nombre d'informations, enfin de données sur justement cette vente imposable. Et donc, de quelle information on a besoin pour réaliser ces deux obligations ? La première, ces comptes, on est souvent au courant quels sont les comptes. Il y a des on a des historiques sur ces comptes, sur toutes les plateformes ? Alors, honnêtement, la qualité des données partagées par les plateformes est complètement disparate. Et donc, justement, d'ailleurs, dans notre plateforme, on informe, parce qu'il y en a certains, vous pouvez imaginer des plateformes d'échange un peu plus... très loin de la France et dont la réglementation ou dont l'aide au suivi est pas leur priorité. Vraiment, il y a des écarts assez forts dans la capacité à lire et accéder aux données de transaction entre les plateformes. Mais donc, donc en gros, on a besoin de connaître les opérations d'investissement et les opérations de vente. Le plus facile, c'est aussi d'avoir l'intégralité de ces opérations parce que comme ça, on est capable de valoriser son patrimoine au moment de chaque vente imposable. Donc, de façon générale, ça reste quand même très souvent le plus simple. Mais le minimum, c'est de connaître, lorsqu'on a fait une vente, tout son patrimoine crypto, de connaître sa valeur et d'identifier toutes les opérations d'investissement. Donc, si on a fait un DCA, c'est-à-dire un investissement programmé, chacune de ces opérations et aussi toutes les opérations imposables. Est-ce que vous conseilleriez d'être sur plusieurs plateformes, en l'occurrence, de gérer ces cryptoactifs, Bitcoin et autres, sur plusieurs plateformes ou de rester plutôt sur une, Alexandre ? Fiscalement, une seule est largement suffisante. Après, chacun fait comme il peut en fonction de ce qu'il a fait en termes de transactions. Mais c'est vrai que fiscalement, moins on a de support de détention, plus c'est simple. Et ce qu'a dit Pierre sur la déclaration des comptes à l'étranger, c'est fondamental. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il faut le faire chaque année. Même si on l'a fait une année, il faut le répéter. Cette déclaration, il faut la répéter chaque année pour le même compte. Et c'est super important puisque dans le cadre du projet de loi de finances, là, pour le coup, c'est quasiment sûr que ce sera adopté, contrairement à l'impôt sur la fortune. On va y avoir des renforcements des pouvoirs de l'administration fiscale, notamment en cas d'absence de déclaration de compte à l'étranger, avec des pénalités de 80% si on a des plus-values encaissées sur ses comptes, avec une extension du délai de reprise de l'administration à 10 ans au lieu de 3 ans. Donc il y a toute une série de mesures qui vont justement venir en cas d'absence de déclaration de ses comptes. Est-ce que l'investisseur en crypto, l'investisseur en Bitcoin va être suffisamment informé, est même actuellement suffisamment informé de tous ces changements ? On a l'impression quand même que ça se fait un peu pas à pas. Il vaut mieux se faire accompagner. Non, Lilian, vous n'êtes pas d'accord ? C'est justement aussi, on a quand même deux des acteurs qui travaillent le plus à essayer de faire passer cette information-là dans le secteur crypto. Et pour avoir travaillé avec Cryptost auparavant, donc qui est un des principaux médias de l'écosystème et du paysage médiatique, on a eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble pour essayer de faire passer ce message-là. Et je pense que, alors, sans vouloir attaquer directement ceux qui ne le font pas, mais ceux qui ne déclarent pas ces comptes à l'étranger, ceux qui ne déclarent pas leur plus-value, c'est plus une volonté de ne pas le faire plutôt que de ne pas le savoir, parce que si vous lisez régulièrement les médias, normalement vous avez vu passer ces informations-là de plusieurs fois et chaque année finalement. Et les contrôles sont fréquents. Comment ça se passe lors d'un contrôle ? Mais de plus en plus. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Lilian, il y a savoir, il y a plein de gens qui essayent, mais après il y a savoir le faire, parce que c'est extrêmement complexe. Finalement, le calcul... Ça paraît simple sur le papier, mais dès qu'on rentre dans un peu de complexité, qu'on a fait 2-3 sessions, si on n'a pas fait une terminale S, ES, c'est déjà compliqué, quoi. Et franchement, on ne se rend pas compte de la complexité du régime. Parfois, je parle justement avec des vérificateurs des finances publiques qui me disent, nous-mêmes, on a du mal à comprendre le fonctionnement de ce régime. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que les contrôles sur les finances traditionnelles, ça, évidemment, ils savent très bien faire, mais est-ce que finalement, les contrôleurs sont aussi assez bien formés, j'imagine qu'ils ont des spécialistes, mais assez bien formés et assez nombreux pour finalement suivre l'ambition du gouvernement sur la nouvelle fiscalité. C'est ça que je veux dire. Alors,
ça c'est une très très bonne question. Je rebondirai simplement sur la complexité, effectivement, pour les investisseurs, parce que déjà, on peut se dire que lorsqu'on a une plateforme, 2 plateformes d'échange sur lesquelles on stocke nos cryptos, peut-être un hardware wallet comme Ledger en plus, déjà ça semble compliqué de devoir tout déclarer. Imaginez les investisseurs en crypto qui utilisent directement des portefeuilles numériques, qui utilisent divers protocoles sur divers réseaux. On a actuellement des dizaines et des dizaines de réseaux. Pour ma part, je suis positionné sur au moins une trentaine d'entre eux. Quand il faut déclarer tous ces portefeuilles, ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour l'avoir déjà fait, je peux vous l'assurer qu'on y passe des heures et des heures, et même avec des outils comme Waltio par exemple, on s'arrache des cheveux. En revanche, après, par rapport aux personnes qui viennent donc surveiller tout cela, techniquement, on a des outils qui sont disponibles comme Chainalysis par exemple, qui d'ailleurs eux-mêmes donnent des informations sur ce sujet. On sait que l'année dernière, ils ont publié un rapport pour donner l'état du nombre de fraudes fiscales qui a eu lieu en France et du nombre de personnes qui ont fraudé parce qu'ils ont les outils nécessaires. Tout est stocké dans la blockchain. Ouais. Pourtant, étonnamment, j'ai pas le sentiment qu'on ait de la part du fisc une vraie volonté d'aller utiliser ces outils-là pour essayer d'aller chercher les infos. Alors, d'une certaine manière, tant mieux pour ceux qui s'en cachent. Les contrôles fiscaux, nous, on les voit commencer depuis quelques mois. Jusqu'à présent, c'était pas tellement le cas. Après 2024, ça a été l'année d'acquisition de la prescription de 2021, qui était aussi une grosse année, donc ça a commencé. Et il y a aussi un enjeu de rentabilité dans le contrôle fiscal. Donc, un vérificateur peut pas déployer les moyens du FBI pour aller récupérer quelques plus-values. Donc, ils font avec ce qu'ils ont, et il faut avoir en tête aussi que l'administration fiscale, les vérificateurs, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tout le monde ne peut pas être formé au même niveau. Et donc, effectivement, on a quelques agents qui sont super spécialisés, mais qui vont être réservés pour les grosses affaires et pas pour les 10% de particuliers qui détiennent des cryptos en France. Quoi. Pierre. Non, c'est vrai, l'enjeu économique, il est hyper pertinent. Et d'ailleurs, heureusement qu'un vérificateur de l'administration fiscale ne va pas passer 2 semaines pour un contribuable qui a gagné 200 € ou 500 €. Heureusement. Sinon, on serait vraiment sur l'absurdité totale. Donc, en effet, plus le gain est important, plus le risque est conséquent en cas de non-déclaration. Et heureusement, enfin pour on va dire, le bien-être économique de notre pays, que les contrôleurs se concentrent sur les gains entre guillemets les plus importants. Oui, après. Nous, on a la sensation des retours de nos clients qu'il y a quand même une progression l'administration fiscale. Évidemment, l'intégralité des protocoles n'est pas compris, mais il y a une meilleure compréhension qu'il y a quelques années, et notamment des personnes en région, enfin en dehors, enfin partout en France, et pas que l'organe central de la DGFiP. Et donc, il y a une meilleure compréhension du régime fiscal et des moyens. Est-ce que c'est fait sur Excel? Est-ce que c'est fait via des outils type Chainalysis ou autre? Je vous cache, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, on sait que dans certains pays, ça a été public, mais les États-Unis avaient acheté 660 licences à Chainalysis pour leurs contrôleurs. Donc, oui, c'est ça. C'est de plus en plus fréquent. Ils s'organisent eux aussi. On a une question de Romain qui nous suit beaucoup et qui veut lancer son Memcoin. Il est étudiant en première année d'école de commerce. Et une question fiscale pour vous. Quelles sont les obligations fiscales, notamment en matière de TVA, pour les créateurs de Memcoin? Alexandre. C'est extrêmement compliqué la fiscalité des Memcoins parce que on n'est pas... On est techniquement dans un gain en capital, puisque finalement, les Memcoins sont émis via des pools de liquidités, donc on peut se dire que c'est des trades crypto contre une autre crypto, mais on est sur des trades réalisés par le créateur du jeton. Donc on a un risque qu'une fiscalité sur les revenus professionnels s'applique. En gros, le barème progressif sur la valeur de vente de ces Memcoins, y compris si ces Memcoins sont vendus en crypto. Et sur la TVA, à mon avis, le risque est assez faible, dans la mesure où, encore une fois, c'est pas une émission d'un Memcoin comme on pourrait le voir dans une ICO où finalement on a des souscripteurs qui viennent acheter à l'émetteur primaire. Là, on est sur une sorte de marché secondaire qui est mis en place par l'émetteur. Donc sur la TVA, à mon avis, il y a un peu moins de risques, mais le sujet n'est pas du tout arrêté pour l'instant. Pierre, est-ce que vous voulez compléter? Alors pas forcément, enfin sur l'enjeu de la TVA, en tout cas c'est intéressant. Après, c'est vrai que le producteur est par définition, enfin donc l'acteur, et donc c'est plus une logique d'entreprise, de créateur. Le créateur. Exactement. Donc
peut-être intéressant si quelqu'un veut en faire plusieurs, d'avoir dans ce cas-là une personne juridique dédiée, donc une entreprise plutôt que de le faire à titre personnel. En tout cas, c'est intéressant d'y réfléchir s'il y en a plusieurs et si les montants sont ou l'ambition des montants est conséquent. Oui. En effet, et après, en effet, il y a les enjeux de plus-value sur actifs numériques, donc la flat tax dont on avait parlé. Romain, vous continuez à nous suivre évidemment et à nous poser vos questions tout au long des émissions et de la progression de la création de votre Mapcoin. Ça nous intéresse évidemment. Une question, le droit à l'erreur, est-ce que ça passe quand on est sur les sujets crypto, Pierre ? Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est pareil, les retours de nos clients, et ils sont que, de façon générale, quand on arrive à prouver une certaine bonne foi, c'est-à-dire qu'il y a eu des déclarations qui ont été réalisées, des comptes régulièrement et des opérations, ça se comprend. Après, le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il faut aussi prouver qu'il y a une erreur non volontaire. Donc, si on a sa capacité à prouver sa bonne foi, je pense que on peut trouver donc des accords, mais c'est les professionnels du droit comme Alexandre Lourimi qui, dans ce cas-là, interviennent lors des contrôles fiscaux. Alexandre ? Oui, je suis d'accord avec Pierre. On voit très bien que le fisc n'a pas une attitude particulièrement sévère vis-à-vis des crypto-contribuables, pas d'agressivité particulière. On apprend ensemble, en quelque sorte. Exactement. Après, ils savent reconnaître quelqu'un qui a fait une erreur et quelqu'un qui a juste oublié que la fiscalité existait, quoi. Votre conseil pour terminer cette émission, on est bientôt au mois de février. Les conseils pour les investisseurs qui ont des cryptos, qui ont des bitcoins aujourd'hui, on commence par quoi, Pierre ? Moi, je pense que suivre son portefeuille, c'est le meilleur conseil. Suivre au plus près et se faire accompagner aussi. Oui, évidemment, mais... D'après tout ce qu'on a dit là, ça donne très très envie de se faire accompagner, de ne pas laisser ça au hasard. Alexandre ? Ça rejoint ce que dit Pierre, c'est avoir une bonne hygiène finalement numérique et financière, ne pas multiplier les plateformes et garder de la traçabilité sur toutes ces opérations. Ne pas faire l'autruche, comme tout ce qui est fiscalité. Lilian ? Prendre le plus tôt possible de suivre tous ces portefeuilles, parce que quand vous en avez des dizaines et des dizaines, c'est déjà trop tard pour le faire. Donc voilà, le faire le plus tôt possible. Et très intéressant ce conseil de déclarer tous les ans, ça je ne savais pas, de redéclarer tous les ans les plateformes sur lesquelles on a des cryptos. Ouais, ça paraît complètement absurde. On est bien d'accord. Merci beaucoup messieurs. Pierre Morisot, cofondateur et CEO de Waltio, Alexandre Lourimi, avocat associé chez Orwell, et Lilian Aliaga, cofondateur de Hawk Research. Merci beaucoup d'être venu dans BFM Crypto, le club. On se reverra évidemment parce qu'il va y avoir beaucoup de conseils et beaucoup de questions à donner sur la fiscalité concernant ces crypto-actifs. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Semmerer. Il est bientôt 15h30. C'est BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. J'ai appris plein de trucs. BFM Business, BFM Crypto, le club.